Situation sécuritaire à Bunagana, les FARDC maîtrisent le terrain. Elles appellent la population au calme. Leur repli stratégique n'avait pour but que de protéger les civils face aux affres des échanges des tirs. Et pendant ce temps, à Kinshasa, les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies accrédités en RDC ont tous condamné le M23 et son soutien. Le Rwanda a posé une réunion d'évaluation avec les ministres des Affaires étrangères. Projet de loi d'habilitation du gouvernement, le sujet divise à l'Assemblée nationale. Hier, les élus ont refusé d'octroyer au gouvernement seul le droit de proroger ces régimes pendant qu'ils seront en vacances. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. La situation sécuritaire dans le Nord Kivu devient de plus en plus préoccupante. Les forces armées de la RDC alertent à travers un communiqué rendu public dans la soirée de ce lundi que la cité frontalière de Bunagana est occupée par les forces de défense du Rwanda. L'armée congolaise note que l'armée rwandaise a violé l'intangibilité du sol congolais. Les forces armées de la République démocratique du Congo informe l'opinion en général et la population du Nord Kivu en particulier que depuis plus de 2 jours, les terroristes du M23 soutenus par les forces de défense du Rwanda, RDF, ont mené des attaques sans succès contre les positions des FARDC à Bigega 1 et 2, Bugusa et Prémidis. Déterminés à défendre l'intégrité du pays, les forces loyalistes ont mis en déroute ces criminels tout en leur infligeant des pertes énormes. Après avoir constaté d'énormes revers subis par leurs protégés sur le terrain, les forces de défense du Rwanda ont, cette fois et à découvert, décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bunagana ce lundi 13 juin 2022 aux environs de 7 heures locales du matin. Ce qui constitue ni plus ni moins une invasion de la RDC, et les forces armées de la République démocratique du Congo tireront toutes les conséquences qui s'imposent et défendront la patrie. Les forces armées de la République démocratique du Congo, tout en exhortant la population à la vigilance, lui demande de lui faire confiance, de ne pas céder à la panique, à la peur et à la désolation. Qu'elle se souvienne de ce qui s'est passé en 2013 sur les mêmes acteurs et les mêmes environnements. Toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation. Et à ces propos, justement, le lieutenant-colonel Njiki Kaiko a tenu lui aussi à apaiser la population. Le repli stratégique à Bunagana n'avait pour but que de protéger la population civile qui risquait d'être exposée au milieu de ces échanges et des tirs. Le porte-parole de l'opération Sokola 2 affirme que toute la situation est sous contrôle et que d'ici là, l'ennemi déjà contenu sera bouté dehors par la force de feu des FARDC. Dans le même registre, le taux se resserre autour du Rwanda. La Commission des affaires étrangères du Sénat américain a condamné le soutien de Kigali au M23. Dans un communiqué, elle appelle l'ONU à demander des comptes aux responsables rwandais. C'est une première réaction d'une puissance étrangère visant directement le Rwanda sans atermoiement et l'accusant d'agresser la République démocratique du Congo. L'ampleur de la dénonciation est à la hauteur de l'invasion rwandaise sur le sol congolais. La Commission des affaires étrangères du Sénat américain s'est opposée catégoriquement au soutien du Rwanda aux combattants du M23. Cet organe permanent et stratégique du Congrès, qui s'occupe de la politique étrangère des États-Unis, a qualifié l'appui de Kigali à ce groupe armé d'inacceptable. Il a appelé le monde à les condamner et a demandé au Conseil de sécurité des Nations Unies, à la MONUSCO et au Bureau des affaires africaines du département d'État américain d'enquêter et de demander des comptes aux responsables de cet appui au mouvement du 23 mars. Déjà en novembre 2012, le Sénat américain avait adopté un amendement
imposant des sanctions économiques au soutien du M23. Autre réaction musclée enregistrée sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, c'est celle du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies qui a déclaré, je cite, « Nous réaffirmons notre attachement ferme à la souveraineté, à l'indépendance, à l'unité et à l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et nous condamnons l'utilisation des groupes armés agissant par procuration. » Fin de citation. Pour l'heure, les forces armées de la République démocratique du Congo, qui restent déterminées à défendre l'intégrité du territoire national, ont dénoncé dans un communiqué l'invasion rwandaise sur le territoire congolais, notamment dans la cité des Bunagana. Et pendant ce temps, tous les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies accrédités en République démocratique du Congo ont été reçus par les vice-premiers ministres chargés des affaires étrangères pour évaluer la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Au sortir de l'audience, tous ont condamné unanimement les M23 et son soutien au Rwanda. La pression du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo ne s'arrête pas, malgré les condamnations de la communauté internationale. Depuis la nuit du dimanche au lundi, la cité de Bunagana, dans les territoires de Rutshuru au Nord Kivu, est sous contrôle des éléments du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Cette situation met en alerte encore une fois de plus le gouvernement de la République démocratique du Congo, qui espère continuer à privilégier la voie diplomatique. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundola, a échangé avec les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité. Le chef de la diplomatie congolaise leur a présenté la situation consécutive aux attaques et la prise par le M23 de Bunagana. La Russie, les USA, la France, la Chine, la Grande-Bretagne condamnent de façon unanime cette agression. La Grande-Bretagne est vraiment concernée de la situation et nous donne tous nos efforts pour assister nos amis dans la région de résoudre les problèmes. Le Premier ministre, et je lui fais part effectivement de notre mobilisation diplomatique en faveur de la désescalade qui se traduit par différentes démarches, actions auprès des différents partenaires. J'ai déjà rassuré Monsieur le Vice-Premier ministre que la Russie soutenait et soutient toujours la République démocratique du Congo et son président Félix Antoine Tshisekedi. La RDC se réserve le droit d'agir par tous les moyens pour la sécurisation de son territoire. Longtemps reproché de ne pas accorder suffisamment d'attention aux problèmes des sociétés qui rencontrent leurs fans, comptés dans la population, les artistes sont de plus en plus montés au créneau lors de cette agression. C'est le cas de Fally Ipupa qui a offert plusieurs dons au FARDC ou encore du rappeur Youssoupha qui a carrément annulé un concert qu'il devrait livrer à Kigali. Ces dernières semaines, l'hashtag Rwanda is killing fait sensation au milieu de la population. Ayant intériorisé le fait que la guerre contre les ennemis de la RDC est également médiatique, la communauté congolaise sur les réseaux sociaux a sérieusement matraqué sur les informations faisant état de l'agression rwandaise. Une information qui est visiblement passée parce que désormais de plus en plus relayée au-delà même des frontières congolaises et de sa communauté à travers le monde. Les différents ambassadeurs culturels naturels de la RDC se sont invités au combat à l'image de Youssoupha, fils de la légende Taboulay Rochero, qui a annulé un concert prévu à Kigali le mois prochain. Actuellement en tournée pour la promotion de son nouvel album, le rappeur français d'origine congolaise a informé à son public sur Twitter qu'il ne pourra pas tenir son show au Rwanda, un pays qui au demeurant soutient les rebelles M23 qui agressent et pillent la RDC. Récemment nommé ambassadeur culturel du pays, avec un passeport diplomatique à la clé, le jeune Dadju avait également appelé le public lors d'un de ses concerts à faire du bruit sur la situation injuste vécue par la population dans l'est de la RDC. Un geste repris également quelques heures plus tard, par sa manière, par Gezma Wete. Au pays, Fally Ipupa, qui séjourne à Kinshasa ces dernières semaines, a lui carrément offert des vivres, un bon gros camion bondé des biens de première nécessité pour les militaires au front. Déposés à Kinshasa, ils devront être acheminés le plus rapidement possible dans l'est du pays pour apporter de la force aux militaires qui servent sous le drapeau.
Plusieurs mouvements des jeunes, dont de la société civile, poursuivent également la mobilisation à Kinshasa. Ce mardi encore, un mouvement est prévu au parvis du ministère des Affaires étrangères pour condamner l'agissement du Rwanda voisin et envoyer de la force au FARDC qui n'ont d'autre choix que défendre la patrie. À l'Assemblée nationale, les élus doivent se réunir aujourd'hui pour examiner et adopter le projet de loi d'habilitation du gouvernement, un sujet qui divise. Lors de la séance de ce lundi, les élus de toute tendance ont catégoriquement boudé d'octroyer au gouvernement seul le droit de proroger ce régime pendant qu'ils seront en vacances parlementaires. C'est peut-être aujourd'hui que les députés nationaux pourraient examiner et voter la loi d'habilitation présentée par le gouvernement à la plénière prévue en ce jour. Mais depuis hier, la majorité des élus, ils ont refusé de souscrire à cause de la détérioration de la situation sécuritaire observée dans l'est de la République démocratique du Congo depuis la prise de la ville de Bunagana. Les députés refusent d'aller en vacances pour s'assurer de la mise en œuvre de l'état des sièges. Ceux qui vont aller dans leur province comme en Ituri ou au Nord Kivu, vous le savez, avec les libertés restreintes, comment vont-ils passer leurs vacances parlementaires? Et surtout, c'est de Rutshuru, par exemple, Bunagana est occupé. Ils vont aller faire quoi en vacances parlementaires? C'est inconcevable que l'Ouganda, avec qui nous avons signé des accords. Pour rappel, le vendredi 10 juin dernier, la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, avait fait l'économie du projet de loi d'habilitation du gouvernement devant le membre du Conseil des ministres tenu par visioconférence. Selon la ministre de la Justice, ce projet de loi adopté à l'unanimité par le Conseil des ministres permettra à l'exécutif national, pendant l'intercession parlementaire, de prendre des mesures portant sur des matières jugées urgentes, notamment la prorogation de l'état des sièges sur une partie de la République démocratique du Congo, la programmation militaire 2022-2025, la mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'artisanat et la ratification de certains accords, des coopérations et des partenariats. Et toujours à l'hémicycle du Palais du Peuple, le Sénat a voté en seconde lecture ce lundi la loi électorale. Sur 109 membres qui composent cette chambre haute du Parlement, 87 ont voté oui, aucun n'a voté non, 4 se sont abstenus. Vote intervenu après la présentation du rapport de la commission PAJ et qui a travaillé pendant 6 jours pour intégrer les amendements des sénateurs. Une commission paritaire Assemblée nationale Sénat sera mise en place pour harmonisation de vues avant sa promulgation par le chef de l'État. Évaluation de l'année scolaire 2021-2022, le ministre de tutelle, Tony Mwaba, a effectué une visite à l'inspection générale de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour s'imprégner de l'état de l'avancement des préparatifs des examens de fin d'année et des items des examens d'État. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, professeur Tony Mwaba, a effectué une visite de contrôle à l'inspection générale de l'EPST pour voir l'état des lieux d'avancement des préparations des épreuves évaluatives de fin d'année. Accueilli par la secrétaire générale AI, l'inspecteur général de l'EPST et le membre de son cabinet, le professeur Tony Mwaba a visité la salle d'impression, celle de mixage, où sont répartis les items d'empaquetage et du dispatch des malles, dont les explications des fonctionnements ont été fournis par M. Jacques Odia de manière suivante. Tout se passe bien jusque-là, malgré les difficultés d'ordre financier et parfois l'énergie qu'on gaspille, mais ça payera également. Tout se passe bien, nous espérons que d'ici là, nous aurons vu le bout du tunnel. Les malles des items sont remises aux IPP qui, à leur tour, le mettent à la disposition de l'ANER qui ne va les ouvrir qu'au jour des épreuves. J'ai fait cette descente ici à l'inspection pour voir le degré d'avancement des opérations préalables à la tenue effective de toutes ces épreuves-là. Le constat est que tout se passe bien, tout baigne dans l'huile comme on aime bien le dire, et je sais que comme l'année passée, tout se passera normalement. Enfin, le ministre a été accueilli au bureau de l'IG Jacques Odia qui lui a fait le briefing de l'évolution du travail et de la livraison des titres scolaires.
Et puis, dans le cadre des préparatifs de l'examen national des fins d'études professionnelles édition 2022, la ministre de la Formation professionnelle, Antoinette Kipoulou-Kabenga, aura une séance de travail ce mercredi 15 juin à 10h avec les promoteurs et les responsables des centres des formations professionnelles de la ville de Kinshasa à l'hôtel du gouvernement. Il sera question d'étudier les modalités des passations de cette épreuve, d'après le communiqué signé par le directeur de cabinet adjoint de la ministre Claude Bolieli, la présence du secrétaire général par intérim, l'inspecteur général et ses adjoints, des directeurs provinciaux, des inspecteurs provinciaux et des sous-préfets du ministère de la formation professionnelle est exigé. Et aux affaires foncières, les comités de pilotage de la réforme foncière a validé ce lundi l'avant-projet de loi de la nouvelle loi foncière sous la présidence du ministre des tutelles Molendo Sakombi. Ce document attendra de passer le cap de l'adoption par les conseils des ministres avant sa transition au Parlement. L'avant-projet de la nouvelle loi foncière s'approche de son dernier virage. En sa qualité de président du comité des pilotages, le ministre des Affaires foncières a souligné le caractère prépondérant qui revêt cet avant-projet de loi foncière de ce qu'il permettra de remettre les pendules à l'heure dans son secteur. Je tiens à vous remercier pour votre présence dans cette salle, témoignage de l'importance que vous accordez à cette problématique ô combien importante de la réforme de la loi foncière, dont les tentacules interagissent avec vos administrations respectives. En effet, après le document de politique foncière nationale approuvé par le Conseil des ministres le 15 avril dernier, qui était au centre de notre préoccupation lors de notre précédente rencontre, la session de ce jour nous offre enfin l'opportunité de passer en revue cet avant-projet de loi foncière que la République démocratique du Congo attend depuis 50 ans. Associé à cette réunion, la vice-premier ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bezaïba, a salué les travaux élaborés jusqu'ici tout en formulant quelques suggestions à prendre en compte avant l'élaboration du document final. Pour qu'on parle d'un État, il faut d'abord avoir la terre. La population va s'en suivre, ensuite il y a le pouvoir. Signalons que plusieurs innovations ont été apportées à travers cet avant-projet de loi, notamment l'adoption de la loi foncière par rapport au contexte juridique et institutionnel. À l'international, l'armée française a quitté ce lundi la base militaire des Ménaka dans le nord-est du Mali. Les clés du camp ont officiellement été remises aux forces armées maliennes dans un transfert qui est l'avant-dernière étape du retrait total de la force Barkhane du Mali. L'ONU, de son côté, a exprimé hier pour une énième fois ses inquiétudes concernant la sécurité dans la zone des trois frontières, notamment le Mali, le Niger et le Burkina Faso lors de son Conseil de sécurité. L'émissaire de l'Organisation des Nations Unies au Mali en est sûr. Depuis le début de l'année, la situation se détériore dans la zone des trois frontières à la jonction du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Et ce alors que les forces françaises Barkhane et européennes Takuba se redéploient. Il affirme que les autorités locales craignent qu'une attaque djihadiste pourrait bien survenir contre la ville de Ménaka dans le nord-ouest du pays. Or, sur place, les 600 casques bleus de la MINUSMA ne suffiraient pas pour organiser une réponse efficace, même épaulée par les forces maliennes locales, trop peu nombreuses dans la région. Alors que, hier lundi 13 juin, l'armée française a quitté la base militaire de Ménaka. La France a proposé de poursuivre son soutien aérien à la MINUSMA de l'extérieur, mais Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, s'y est opposé catégoriquement, promettant que le Mali protégerait les casques bleus sur son sol au cours du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie, principal allié de Bamako, a défendu la position malienne. Les États-Unis, de leur côté, ont réclamé que le Mali stoppe ces restrictions imposées aux avions de la MINUSMA. Une demande répétée en privé par l'ambassadrice américaine au ministre des Affaires étrangères malien. L'été dernier encore, 850 soldats occupaient les camps de Ménaka. Aux côtés des soldats de Barkhane, il y avait les hommes de la Task Force Takuba, notamment des Tchèques, des Estoniens et des Suédois.
Hier, le dernier convoi composé d'une centaine de soldats français a donc quitté Ménaka, direction la base de Gao, qui à son tour sera restituée à la fin de l'été, dernière étape de la réarticulation de la force Barkhane hors du Mali. Signalons que les membres du Conseil de sécurité de l'ONU devront décider d'ici la fin du mois du renouvellement du mandat de la MINUSMA. Et puis en sport football, c'est ce jeudi qui sera donné le go de la 13e édition de la Coupe du Congo dames. 18 équipes concernées par cette compétition nationale sont réparties en 4 groupes à l'issue du tirage au sort effectué hier à la FECOFA. Pendant ce temps, les clubs intensifient la préparation avant le début des hostilités le 16 juin, le cas du FCF Amani de Kinshasa. C'est depuis dimanche que le FCF Amani, vainqueur de la dernière édition de la Coupe du Congo, s'est retiré dans la commune de Lansele, précisément au centre Kourampova, pour aiguiser les fers, afin de bien défendre son titre. Jouer la Coupe d'Afrique la saison prochaine, telle est l'ambition du FCF Amani. Pour y arriver, le club de Charlie Kassongo doit bien négocier la compétition qui pointe à l'horizon. Vu les championnats et les playoffs aussi, il y a eu baisse des régimes. On était obligé de travailler la première semaine dans les physico. Alors maintenant c'est physico-technique et je crois bien que entre autres on a mélangé avec les matchs amicaux pour aller plus vite puisque selon le calendrier qui est mis en place, nous devons aller vite. Entre autres, nous avons décidé de nous éloigner un peu de la ville province de Kinshasa pour se préparer en conséquence. Ben ici, c'est un lieu de concentration. Même nous, les entraîneurs aussi, nous sommes obligés d'être à la page pour se préparer en conséquence parce que c'est le championnat national. Du côté des joueuses, le moral est au zénith. Ces dernières multiplient des séances à huis clos pour être à la hauteur de la compétition. Alors, tu as vu que la Coupe du Congo est tout, et Zamakasi par rapport à la Coupe du Congo, nous sommes et Betama. Parce que nous sommes visionné à la Ligue des Champions. Alors, l'équipe n'a pas besoin de tout. Tu dois sûr à 100% certain que champion du Congo à la 13e édition. Après sa préparation en Égypte, le FCF Amani a fait des sparring avec les équipes masculines et devra tenir son rang dans le groupe A. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Situation sécuritaire à Bunagana, les FARDC maîtrisent le terrain. Elles appellent la population au calme. Leur repli stratégique n'avait pour but que de protéger les civils face aux affres des échanges des tirs. À Kinshasa, les ambassadeurs des pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies accrédités en RDC ont tous condamné les M23 et son soutien au Rwanda après une réunion d'évaluation avec le ministre des Affaires étrangères. Projet de loi d'habilitation du gouvernement, le sujet divise à l'Assemblée nationale. Hier, les élus ont refusé d'octroyer au gouvernement seul le droit de proroger ce régime pendant qu'ils seront en vacances parlementaires. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Christopher Ochokom. Bienvenue. Merci de me recevoir, Nathalie Yoko. À la une de votre revue de presse, naturellement, la situation sécuritaire tendue dans la partie est du pays. Christopher. Oui, Nathalie, les semaines se suivent et malheureusement se ressemblent pour cette partie de la République démocratique du Congo. Cette fois, peut-être encore pire parce que l'on a fini par admettre quelque chose de suffisamment terrible. On peut se le permettre. Comme le Forum des As est en train de le dire d'ailleurs sur sa une, les FARDC sont quand même déterminés à défendre la patrie après cette invasion insulte de son voisin rwandais. Tout ce qui reste aux Congolais en ce moment, c'est bien la foi en son armée, tel qu'on le voit sur cette une. La grande majorité des Congolais vont debout et estiment que c'est l'heure de laver l'affront. L'armée loyaliste lui demande sa conscience en rappelant les événements de 2013 avec les mêmes acteurs et le même
environnement. La prospérité, de son côté, a repris une tribune d'un citoyen congolais s'interrogeant sur le comportement d'un prétendu allié congolais, à savoir l'Ouganda, qui aurait laissé passer les troupes rwandaises et du M23 sur son territoire afin d'assiéger la cité frontalière de Bunagana. L'auteur rappelle les propos surréalistes du fils Museveni après la réconciliation de son père et son oncle, entendait par là respectivement Museveni et Kagame. Une question pertinente est donc soulevée sur cette mutualisation des forces établies entre les FRDC et UPDF après cette trahison. Le président de la société civile de Rutshuru, Jean-Claude Mbabazé, a affirmé à Radio Okapi que les forces armées de la République démocratique du Congo se sont comportés en professionnels et se sont retirés de la cité de Bunagana au Nord Kivu pour éviter qu'il y ait des dégâts collatéraux, c'est-à-dire des pertes en vies humaines du côté de la population. Il regrette alors que les M23 puissent se livrer actuellement au pillage des ressources de Bunagana et ils ont déjà cassé des cadenas de certains bureaux. Nathalie, jouant la carte de l'hypocrisie, les rebelles ont nargué la République avec un communiqué analysé ici par BBC, cette fois avec des exigences de négociation avec Félix Tshisekedi directement. Mais pour les FRDC, ce n'est pas le M23 qui a été incapable, je veux dire, depuis la semaine dernière d'opérer, qui a agi seul, mais bien le voisin rwandais à Kinshasa. L'on ne digère que très mal une thèse de négociation et campe désormais sur l'assertion de la paix totale grâce à la guerre totale. On est appelé à rester positif, que Christopher Rutshokoma. Une situation que les élus prennent particulièrement à cœur, comme on l'a vu d'ailleurs dans ce journal. Oui, hier, les élus du peuple étaient unanimes sur cette question. Ils ne donneront pas au gouvernement le droit, le pouvoir de proroger l'état des sièges pendant qu'ils seront en vacances. Actualité.cd a interrogé comme ça quelques députés. On va commencer par Eliezer Tamboué, comme c'est affiché. Il a affirmé que ce serait une attitude irresponsable de leur part avec ce qui se passe actuellement d'aller en vacances sur cette note. Au cas où je suis en train de le citer, la situation s'aggravait à Bunagana où ça dépassait, poursuit l'élu, qui prendrait la décision. Le front des élus, c'est l'Assemblée nationale et ils ont un rôle à jouer pour stopper l'invasion subie par la coalition rwando-ougandaise. Toujours sur actualité.cd, cette fois, c'est le député Jérôme Lusenge qui a appelé ses collègues des 26 provinces à être solidaires à ceux des Luturi et du Nord Kivu qui boycottaient, vous le savez, depuis longtemps, ces plénières sur la prorogation. Ils ont pris le devant. Le gouvernement, de son côté, avait pris le devant. Lors de la 57e réunion du Conseil de ministres, ils avaient déjà adopté ce projet de loi d'habilitation après sa présentation par la ministre en charge de la justice. En croire ce deuxième élu, il n'est pas nécessaire que ces régimes soient en place pour combattre l'ennemi alors qu'il fait déjà vivre la population comme dans un cachot. Pour terminer, nous sommes revenus sur l'invité que vous avez eu dans un de vos éléments, notamment le député Josué Moufoula, interrogé par news.cd. Il dit ne pas être contre l'état des sièges malgré ses faiblesses, mais il ne votera pas pour cette loi car désirant la mise en place d'autres stratégies pouvant permettre le retour de la paix après cette agression des pays voisins. L'état des sièges a visiblement échoué dans cette partie de la République, Christopher. C'est le moins qu'on puisse dire pour le moment. Merci beaucoup, Christopher, pour ces détails. Je vous en prie, Nathalie. Merci également à vous de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu.